est en pause. D'accord. Voilà, alors bonjour à tous, merci d'être venus, parce que vous allez vivre un moment très important pour, on va dire, des étudiants, pour des futurs professionnels de santé, hein, parce que vous ne serez pas tous médecins, vous serez dentistes, je crois. Bon, c'est un moment rare, important, parce que, justement, aujourd'hui, vous allez pouvoir être éclairé par de grandes personnalités du monde de l'art contemporain en France sur cette question qui nous aide à réfléchir sur le médecin humaniste. Pourquoi, en quoi l'art aide-t-il à comprendre le monde et l'être humain? Alors, bon, c'est à la fois un immense plaisir et un très grand honneur que nous font donc Claude Giala, grand peintre français fondateur du mouvement Support Surface, Bernard Cesson, bonjour, qui est historien d'art, conservateur, qui a dirigé des musées Beaubourg et le musée de Saint-Étienne. Et puis Pierre Watt, bonjour, qui est professeur d'histoire de l'art à Paris 1 et qui également a fait des ouvrages sur un certain nombre d'artistes. Voilà. Alors, bon, j'ai essayé de faire un diaporama bien modestement, parce que vous verrez que l'œuvre de Claude, il vous le dira, est absolument foisonnante. En tous les cas, qui vous permettent d'appréhender son œuvre. Et puis, vous devez savoir que Bernard Cesson est un ami de toujours de Claude. Il a été ami et témoin de l'émergence, je crois, hein, de cet art au début des années 60, fin des années 60. Non, au début des années 70, je viens un peu après. Au début des années 70. Et Pierre a aussi tout à fait l'habitude. Je viens un petit peu après aussi. C'est lui le véritable historien parce qu'il a la distance du temps et c'est très important. Ouais, c'est très important le temps. Hein, voilà, une notion qui, nous les médecins, nous rapproche des artistes. Alors, Claude et Bernard ont décidé d'intituler ce moment « Échange ». Alors, c'est un échange entre nous tous. C'est l'occasion pour vous de poser vraiment toutes les questions qui vous viendront, voilà, autour de qu'est-ce que c'est qu'être un artiste, qu'est-ce que c'est que créer, qu'est-ce que c'est qu'être un connaisseur en art. Voilà. Alors maintenant, je vous donne la parole. Voilà. Claude. Oui, bonjour d'abord. Je suis né en 1936 à Nîmes. J'ai fait les beaux-arts à Montpellier et à Paris. Puis j'ai été professeur aux beaux-arts à La Seyne-sur-Mer, à Nice, à Limoges, à Marseille, directeur aux beaux-arts de Nîmes, professeur aux beaux-arts de Nîmes, et j'ai fini professeur aux beaux-arts de Paris. Bon, j'ai fait donc des études qui sont des études, disons, académiques. J'ai fait un art, j'ai appris à peindre de manière conventionnelle, des natures mortes, des nus, des portraits, des animaux, des paysages, tout ce qu'un peintre doit savoir. Et puis, mon travail, à un certain moment, mon travail a été beaucoup plus un travail de spéculation, c'est-à-dire de chercher dans la peinture que je voyais autour de moi ce qui m'intéressait le plus. Et j'ai fait un peu des peintures qui étaient des salades niçoises, c'est-à-dire il y avait un peu de tout le monde dans mon travail.
jusqu'au jour où j'ai vu une exposition à la Fondation Marthe qui était 20 ans d'art contemporain, et où je me suis rendu compte que toutes mes toiles, les morceaux de toutes mes toiles étaient sur les murs de la Fondation Marthe, et que moi j'étais éparpillé dans tous les peintres qui étaient présentés là. Donc je ne pouvais pas continuer comme ça, c'était pas possible. Il n'y avait rien il y avait, bien sûr, moi j'étais en filigrane de tout ça, mais ma technique, les moyens que j'avais étaient plus des moyens qui étaient utilisés pour faire des images qui étaient des images bâtardes entre tous les peintres que je connaissais et dont j'avais rencontré les peintures. C'était pas possible, il fallait que je trouve quelque chose qui ne soit qu'à moi et qui ne soit que ça. C'est-à-dire ça, ce que ça sera, parce que vous ne savez jamais ce que c'est. À ce moment-là, je me suis rappelé que dans mon enfance, donc dans le Midi, la région de Nîmes, les peintres en bâtiment, pour peindre les cuisines, chaullaient les murs à la chaux et se servaient soit d'éponge, soit de chiffon qu'ils trempaient dans de la chaux bleue ou dans de la chaux rose, et ils tamponnaient les murs de manière régulière pour faire une sorte de papier peint du pauvre. Donc ce principe de répétition systématique m'intéressait beaucoup, mais il fallait savoir ce qu'on allait répéter. Bon, a priori, je voulais une forme quelconque, mais vraiment une forme quelconque, c'est-à-dire la forme la première venue. Cette forme-là, je l'ai dessinée dans une plaque de mousse. C'était une forme oblongue, plus longue que large, et disons grosso modo une forme de palette ou d'amibe. Et j'ai trempé cette forme qui était en mousse de polyuréthane, c'est-à-dire la mousse d'emballage, dans un seau de peinture noire, et je l'ai emprunté sur un tissu blanc, et un tissu cru, non apprêté, non encollé, non enduit. Et j'ai eu 5 fois l'empreinte de cette forme, bon, qui était une image, qui était ni bien ni mal, qui était une image en résultat. Après ça, j'ai voulu nettoyer l'éponge et je l'ai passée sous un robinet. Je l'ai tordue dans tous les sens, elle me coulait noire et j'arrivais pas à la nettoyer vraiment. Je l'ai mise à tremper dans un seau d'eau avec de la javel et je l'ai laissée une nuit. Et le lendemain matin, quand je l'ai tirée, elle est partie en morceaux et le plus gros morceau qui est resté est la forme que j'utilise actuellement. Donc cette forme, au départ je voulais une forme quelconque, mais que j'avais dessinée. Donc c'était la première venue, mais c'était quand même moi qui l'avais fabriquée, qui l'avais induite. Là, c'était une manipulation hasardeuse, ni bien ni mal, qui me donnait cette forme-là. Donc je me suis dit, tu vas commencer à travailler avec cette forme-là et voir pendant une semaine ce que ça donne. C'est une forme pour toutes les autres et c'est le rapport de la forme et du fond et de la manière dont la forme détermine la contreforme. Et j'ai commencé à travailler comme ça, puis après j'ai travaillé de manière systématique avec cette idée des cuisines du Midi, et j'ai travaillé donc la répétition de manière systématique en travaillant sur des systèmes binaires ou ternaires ou quaternaires, sans aller trop plus loin, mais en répétant toujours la même forme à l'intérieur de tous les supports de tissus crus qui, eux, modifiaient la couleur dans la mesure où
c'était des tissus qui pouvaient être n'importe quel tissu, c'est-à-dire du tissu blanc, du tissu rouge, du tissu vert, des velours frappés, des velours côtelés, de la bâche de café, avec des fleurs, sans fleurs, etc., des tentes camping, des tentes militaires, etc. Et petit à petit, j'ai travaillé tous les supports. Voilà, donc mon travail, c'est la répétition d'une même forme sur des supports qui sont chaque fois différenciés. En faisant ça, je me suis rendu compte que je démontais d'une part tout le métier que j'avais appris, c'est-à-dire j'avais appris à faire d'abord une couleur qui représentait. Je me servais de la couleur pour représenter. Là, ce n'était pas le cas. Je me servais de la couleur pour la couleur. Je me servais de la couleur pour créer des tons que je voulais. Or là, la couleur du support et la matière du support me modifiaient la couleur que je posais. Donc c'était plus la couleur que j'avais voulu, mais c'était la couleur que le support me donnait. En sachant que quand on travaille sur des tissus crus, suivant la couleur que vous employez, la manière dont elle est, sa ductilité ou sa fluidité, vous allez avoir des tissus qui vont capillariser, c'est-à-dire ils vont élargir en progression, ils vont être traversés et la couleur va passer au travers, ou la couleur va, si le tissu est un peu imperméabilisé, elle va buller, elle va prendre, il faut frotter durement le tissu pour arriver à la faire tenir, parce que le tissu n'est pas décati, ou alors elle va se poser parfaitement. Donc chaque fois, c'est le support qui commande et moi qui accepte le résultat. Et je travaille donc à l'envers de ce que les peintres font d'habitude. D'habitude, ils prennent une couleur pour représenter la chair, pour représenter la feuille, pour représenter l'espace, pour représenter ceci ou cela. Moi, je pose la couleur et j'accepte le résultat qu'elle me donne. Autrement dit, c'est un peu une manière de travailler la peinture à l'envers du métier. Mais je me sers quand même de mon métier parce que je l'ai appris et que je sais que si je passe un rouge sur un bleu, je vais avoir un violet. Même si le tissu est bleu et la peinture rouge, ça va me donner plutôt un violacé. Je ne sais pas quel violet, ce n'est pas un violet choisi, mais ça va me donner un violet. Si je passe un bleu sur un tissu jaune, ça va me donner une espèce de vert. Donc à chaque fois, je me trouve devant des choses que je découvre en les faisant et que j'accepte par principe. Donc quand je me mets à peindre, je ne sais pas ce que je vais peindre, mais j'accepte le résultat. Et je suis toujours dans la situation où j'accepte le résultat de ce que je fais. Ce qui fait que je ne me trompe jamais, dans la mesure où je ne veux rien. Je n'ai pas une image dans la tête et un résultat préétabli. Mais j'accepte chaque fois le résultat qui m'est donné. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour. Bernard, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ce que vient de dire Claude? En tous les cas, je crois que là, vous entendez cette dimension artistique de recevoir ce qui vient. Oui, je vais quand même rajouter une chose. C'est que le fait de travailler sur des tissus fait que je prends le tissu dans sa forme, dans sa matière, dans sa couleur, dans son image, si c'est un tissu imprimé, et dans sa forme. Et si c'est un tissu, par exemple, un fragment de tente, que ce soit tente militaire ou tente de camping,
je peux avoir des fenêtres, je peux avoir des portes avec des fermetures éclairs, je peux avoir des œillets, je peux avoir des ficelles, je peux avoir des ourlets, et tous les éléments du support vont être utilisés pour mon travail. En même temps, le fait de prendre des supports qui ne sont pas conventionnels, qui sont des tissus, fait que je prends le tissu dans sa forme. Et je n'ai plus forcément, obligatoirement, le rectangle, le carré, qu'on est obligé de mettre sur un châssis. Donc mes toiles sont sans châssis, elles sont simplement punaisées, épinglées ou agrafées au mur, et se donnent comme, avec une souplesse, une légèreté, en acceptant les plis que font la toile quand je la plie, ou les froissages si la toile est froissée. Voilà. Oui, tout simplement, tout semble si simple, et ça m'apparaît, moi, je parodie un collectionneur à qui on décrivait naguère des œuvres de Matthew Mann. Enfin, je ne parodie pas le collectionneur, mais un des grands peintres, un des plus grands peintres américains, de Gouline, qui, entendant commenter les œuvres si simples de Matthew Mann, lui a demandé de décrire les œuvres et a répondu: ça m'apparaît diantrement compliqué. Moi, chaque fois que j'entends Claude, je trouve que ce récit simple et modeste est intéressant par bien des points, mais ne rend pas compte de la complexité de cette œuvre, de ce qu'elle représente comme innovation. Alors peut-être ne lui appartient-il pas de le dire, dans la mesure où il semblerait, comme certains artistes que l'on a connus dans le passé, ou même dans l'actualité présente, je ne veux pas faire allusion à des rivaux directs de Claude Viala, qui s'arrogent l'innovation et l'originalité dans le domaine de la création artistique. Mais si vous voulez, quand j'entends Claude dire que tout ça s'est fait simplement avec une forme de polyuréthane découpée, que le hasard est là tellement intervenu, on peut, si on est un peu cultivé, dire que ça peut rappeler les modes de faire des surréalistes, mais ça m'apparaît bien plus compliqué. Ça me semble compliqué, un peu comme peut-être dans vos domaines. En écoutant Claude, je pensais à quelqu'un qui est mort aujourd'hui, qui était quelqu'un que j'aimais bien, que je fréquentais, qui était un grand chirurgien qui opérait à Saint-Étienne. Il était le spécialiste du genou, à l'époque où Saint-Étienne avait une équipe de football glorieuse. Et il recevait tous les footballeurs, qui venaient se faire opérer à Saint-Étienne. Et à l'époque, c'était terrible, les opérations du genou étaient terribles. On paralysait le patient en quelque sorte pendant un mois et demi. Et lui, il a décidé tout simplement d'ouvrir et de percer les os. Alors, je ne connais rien en anatomie, je suis un débile mental profond en matière de sciences naturelles. À l'école, quand j'étais au collège, au lycée, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais à tort, il perçait lui avec une perceuse, je pense, et mettait des rivets. Or, c'était aller contre toute la faculté. On ne procède pas comme ça. Et j'ai entendu un autre grand chirurgien bernois, qui a fait fortune, d'ailleurs, ce qui lui a permis de payer un musée à la ville de Berne pour Paul Klee, qui a fait la même chose pour la hanche. C'est-à-dire que, imaginez aujourd'hui un jeune peintre qui va dans toutes les galeries, comme Claude est allé à la Fondation Mann, et a vu ce qu'il était en train de faire, ça ressemblait, qui voyait ses œuvres dans les galeries, et qui décide de faire autre chose. Mais décider de faire autre chose comme ça, c'est pas si simple. Il faut avoir cette audace du professeur Bousquet, qui à Saint-Étienne décide que, ras-le-bol d'avoir des malades du genou, des genoux cassés, et des gens qui restent à l'hôpital pendant 3 semaines, 1 mois et demi et souffrent, et il trouve quelque chose de simple. La simplification, la radicalité. Achille, qui dénoue le nœud gordien, il tranche, alors que les autres s'évertuent, etc. La simplicité, la radicalité. À l'époque, ça n'était pas facile. Il fallait voir ce qu'était l'état de la peinture en France,
qui n'en pouvait plus de se sortir des habitudes de l'école de Paris, chercher dans des attitudes post-dadaïstes des sorties possibles, et la volonté de rivaliser avec les Américains qui allaient beaucoup plus vite, qui étaient plus radicaux et avaient une pensée plus énergique. Et puis des gens qui voulaient repolitiser l'art et qui faisaient des images plutôt que de la peinture, et d'autres qui voulaient faire le dernier tableau. Faire le dernier tableau. Dans les années 60, tout le monde veut faire le dernier tableau. Tout le monde veut faire disparaître en quelque sorte une société qui a failli, on le sait déjà depuis longtemps, pour la remplacer par quoi, on ne sait pas très bien. Et il y a des gens qui disent qu'ils vont reprendre des gestes premiers. Ce que dit Claude quand il dit « j'ai pris les éponges de quelqu'un qui veut orner, décorer son mur Cholet avec des gestes simples », dans le Midi, dans une région, sur le pourtour méditerranéen, va-t-on dire, et là, subitement, ça n'est pas innocent, ça n'est pas naïveté, ça n'est pas un geste premier, c'est un geste qui existe, qui a une culture, qui a une histoire. Peut-être ça permet de recommencer la peinture avec le décor. Or, Claude ne le sait pas à l'époque. Les peintres ont cet avantage sur des gens comme Pierre et moi, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Ils apprennent par l'expérience qu'ils ont de leur art. Et sans savoir, Claude, sans en avoir l'érudition, mais ce n'est pas son problème, lui il est là pour faire de la peinture, il retrouve ce qu'un grand historien de l'art viennois a pressenti, et puis après lui, un historien de l'art hollandais, puis quelqu'un dont j'oublie le nom à l'instant, mais le premier s'appelait Alois Riegel, l'autre Rietvert, et puis un spécialiste du décor. Il y a aujourd'hui Marcus Bröderlin, ce sont des noms, vous voyez, je joue les pédants. Il a renoué avec les origines de la peinture qui commencent par une décoration extrêmement simple et des motifs qui se répètent un peu n'importe comment, et puis subitement, par ce qui est la manière de faire des sédentaires, des gens qui se sédentarisent, des hommes qui se sédentarisent, c'est la répétition de gauche à droite et de haut en bas. Et là passe à nouveau tout un pan de l'histoire. Vous voyez, le courage de rompre, le courage de sortir des chemins battus, de sortir des savoirs acquis. Mais pour sortir des savoirs acquis, il faut avoir énormément de savoir. Et puis à un moment donné, il faut dire, j'oublie ça, et je fais autre chose. Et on est là aussi, regardez Fleming avec l'invention de la pénicilline. Il aurait pu foutre son truc à la poubelle en disant « c'est pas ce que je cherchais, je vais recommencer ». Non, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose là qui se passe et il le prend en compte. On est dans le domaine, avec simplement ce que vient de dire Claude, dans le domaine de l'invention, dans le domaine de ce qui se passe, dans ce qu'il faut bien appeler, on peut encore l'appeler comme ça malgré tout, c'est pas hegelien ce que je vais dire, le progrès de l'humanité. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on se pose une question, il faut le faire. Il n'y a pas d'autre solution. Après, ça donne ce que ça donne, mais à chaque fois, ce sont les questions qui emmènent des réponses et qui font que chaque fois, on va faire avancer quelque chose, on va faire bouger quelque chose. C'est pas simplement le savoir, c'est beaucoup la curiosité et le questionnement. Et se dire qu'après tout, rien n'est interdit. Alors, est-ce que vous entendez ce que disent Claude, Bernard, et juste avant, peut-être que Pierre nous dise son sentiment par rapport à tout ça, et comment lui voit les choses, comment c'est important, vous l'avez dit, d'avoir appris. C'est pas une invention qui part de rien. On apprend en art, en peinture, en médecine, mais après, on se laisse surprendre par ce qui arrive, et vous, ce qui vous arrive, c'est comment le patient va réagir, ce qu'il va vous dire.
ce que vous n'attendez pas. Et vous n'avez rien à vouloir. Peut-être la seule chose, c'est qu'il aille mieux. Mais bon, parfois c'est long. Alors si vous n'accueillez pas ce qui vient du patient, cette dimension-là, qui je crois, s'apparente à l'art, cette surprise sur un savoir, quelque chose de l'invention, comme vous dites, eh bien, tout un aspect de la médecine vous échappera. Et c'est peut-être, en tous les cas, aujourd'hui, ce que l'on sent beaucoup dans les commentaires sur notre médecine, c'est un grand flottement, parce que justement, l'audace d'aller vers le patient, c'est pas la relation symétrique. Ça, c'est des mots. Ça n'est pas un élan créateur sur du savoir. C'est surtout la vigilance. C'est surtout la vigilance, ne rien laisser passer, et dès que quelque chose bouge, l'amplifier et regarder. Alors voilà, vous allumez et quand c'est fini, vous êtes actif. Oui, donc autre parallèle avec la médecine que je vois, c'est que cette façon d'accueillir le support comme il est, donc c'est-à-dire avec ses défauts, ses qualités, je ne sais pas si on va parler de défauts, de qualité, de bien ou de mal, enfin, on le prend tel qu'il est. Non, il n'y a rien de mal. Oui. De toute manière, il n'y a jamais rien de mal. Oui, bien sûr. Rien n'est négatif. Il n'y a que du positif, et tout ce qui est négatif doit être tourné en positif. Je trouve que c'est une façon un peu, entre guillemets, éthique de prendre le support qui est très similaire avec notre façon en médecine. Voilà. On prend le patient tel qu'il est. L'objectif, c'est pas de le transformer pour qu'il soit différent. On applique un peu notre peinture, donc on essaie de le soigner, de le modifier en bien, enfin, là en bien, disons, dans le sens de le guérir. Il le ressortira différent, soigné, on espère. Mais l'effet sera variable en fonction de chaque patient, en fonction de chaque support. De toute manière, il y aura un résultat. Négatif ou positif, tu les tues rarement, il sera forcément positif. S'il est carrément négatif. Peut-être Pierre, oui. Oui, enfin, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est exactement ce que je voulais dire. Ça pourrait paraître absurde de confronter un peintre et des futurs médecins ou futurs dentistes, mais déjà je me souvenais que au XIXe siècle, en allemand, pour parler de la médecine, on disait Heilkunst, c'est-à-dire l'art de soigner, et Kunst comme l'art. Et justement, en t'écoutant, Claude, parce que c'est intéressant, même quand on connaît bien ton travail, tout à coup de penser ta pratique dans le cadre qui est celui d'aujourd'hui. C'est ce qu'on essaie de faire. Et le mot qui me venait en t'écoutant, effectivement, c'est la question que soulevait monsieur, c'est-à-dire c'est la question de l'éthique, fondamentalement. C'est-à-dire que ce que tu as retourné, c'est-à-dire qu'on est passé d'un monde dans lequel c'est l'artiste qui dirigeait, et dans le fond, quand on travaille sur un tableau de chevalet, une toile tendue, tu n'écoutes pas ni ne respectes le support, tu lui imposes quelque chose. Le support est là pour servir à la vision, finalement. Et là, tu as inversé littéralement le rapport d'autorité. C'est-à-dire que l'autorité s'inverse, tu renonces à une forme d'autorité au profit de la toile qui décide de ce qui va arriver. Et effectivement, dans tout ton discours, ce que j'entendais très très clairement, c'est que la peinture, c'est une question d'attitude. Alors, je ne vais pas vous faire des métaphores sur le sens clinique, mais il y avait quelque chose, pour moi, de cet ordre-là. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que tu récupères un support qui t'a été donné, qui t'a été apporté, il y a cette question de hasard, etc. Et dans le fond, tu ne sais pas ce qui va se passer, donc c'est le support qui parle en premier. Toi, tu interviens en second par une première réaction qui est « je pose de la couleur », tu vois ce qui se passe, donc le support te répond et tu lui réponds. Et ce qui met également en jeu de manière absolument centrale un autre paramètre qui est aussi la question de l'inconscient, qui est absolument, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui va arriver et que ta peinture est le lieu où ce que tu ignores va pouvoir advenir. Ça, c'est une question absolument fondamentale. Alors moi, voilà, justement, si vous pouvez juste remettre l'image d'avant, okay. J'avais une question que je ne me suis jamais posée, c'est que ta pratique te conduit non seulement à cette peinture, mais également, entre autres, parce que tu fais encore d'autres choses, mais si on se concentre là-dessus, entre autres, à une production de ce que tu appelles des objets, comme ce qu'on voit ici, et qui est totalement en rapport, c'est-à-dire que c'est aussi une manière d'accueillir ce qui vient, c'est-à-dire que tu prends des choses que tu as trouvées, récupérées, bois flottés, objets,
une sorte de tout venant que tu n'appelles pas sculpture, mais qui sont des jeux d'assemblage précaires par lesquels tu révèles le potentiel, on va dire, plastique de choses que tu te contentes dans une intervention, là encore, éthique, hein, c'est-à-dire exactement comme la toile, c'est-à-dire que je me souviens très bien que tu peins sur tout support à une exception près. Une fois, tu m'as dit qu'on t'avait donné un tissu, tu n'avais pas peint dessus, parce que c'était un tissu africain, et qu'il avait une telle qualité en soi qu'il n'était pas concevable de rajouter quelque chose, parce que rajouter, ça aurait été tout à coup une forme de détérioration. Donc, ce qui touche encore à la question éthique. Là, dans le fond, les objets, il y a cette idée de leur garder à la fois leur nature originelle et en même temps de créer une chose nouvelle. Alors, je pensais à une chose, c'est que j'ai été conduit à travailler un petit peu sur quelqu'un que tu as connu, je crois, qui est Tapiès. Vous avez même dû exposer ensemble, si ma mémoire est bonne, chez Jean Fournier, pour un triptyque. Et Tapiès, il disait une chose que je trouve extrêmement bouleversante, et qui, tout à coup, voilà, je vais mettre ça en connexion avec ton œuvre. Quand on va dans ton atelier, j'ai eu la chance d'y être il y a quelques jours, c'est une expérience extrêmement étonnante, et il y a eu une exposition admirable à Nice il y a quelques temps, qui pour moi est une exposition très bouleversante, je crois que Bernard et moi, ça nous a beaucoup troublé cette exposition, ça a déplacé notre vision, qui s'appelait Robinson ou la force des choses, où vous étiez à Troyes, et dans lequel tu as, comme jamais, confronté la peinture et les objets, avec cette idée d'un primitivisme, cette présence d'objets qui est très très forte dans ta vie. Et les objets, c'est aussi cette manière de les prendre, cette manière de les toucher, quelque chose qui est extrêmement présent et qui n'est pas simplement de l'ordre du décor ou de la forme, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que les objets? Et alors Tapiès, il dit une chose magnifique, et qui m'avait fait suggérer à sa mort, qui m'avait été pour un hommage, comme je disais, dans le fond, il faudrait faire une exposition de Tapiès au Quai Branly, et je pense que pour toi aussi, on pourrait faire une exposition dans un contexte comme cela. Tapiès, pour lui, il dit que la peinture, il dit, je rêve, ce que je voudrais, c'est que quelqu'un qui a mal à la tête prenne un de mes tableaux et se le colle contre le front. Et après, il n'aura plus mal à la tête. Alors, il y a cette dimension chamanique, mais qu'il faut prendre très... Moi, je prends les choses, quand un artiste parle, je prends ça toujours au pied de la lettre. C'est comme ça que ça devient intéressant. C'est-à-dire, c'est l'idée de l'œuvre talismanique aussi, l'idée de l'œuvre qui guérit. Est-ce qu'il y a, dans ton travail, parce que les objets que tu crées parfois par des empreintes de main, c'est aussi des questions d'apposition, de toucher, etc. Est-ce que cette question du toucher a un rapport? Il y a eu une exposition qui s'appelle l'art médecine. Est-ce que cette question-là, de forme d'objet talismanique, et éventuellement qui pourrait avoir rapport avec la guérison, t'intéresse, ou je suis totalement hors sujet? C'est-à-dire que ce serait prétentieux de ma part de prétendre ça. Tu ne garantis pas de soigner le mal de tête, c'est ça? Non. Ni même les hémorroïdes. Mais, il y a encore plein de choses possibles entre les deux. Les objets, ce sont des bois flottés, récupérés au bord du Rhône, pour la plupart, ou au bord de la Méditerranée, qui sont des bois qui ont une qualité, c'est-à-dire ils sont à la fois de l'osseux, ils sont du minéral et ils sont du végétal. Ils ont les trois qualités parce qu'ils ont été tellement roulés qu'ils ont une espèce de forme comme ça qui n'est plus vraiment naturelle, mais qui est déjà travaillée par la nature. Donc je vais travailler ces objets avec des ficelles, c'est-à-dire c'est des morceaux de bois et des ficelles sur des principes qui sont les principes les plus anciens qui soient, qui sont le nœud de la fibre sur soie, le nœud de groupement de fibres, qui sont la corde à nœud, qui sont l'arc, c'est-à-dire le châssis le plus élémentaire, le bois et la ficelle, le souple et le dur, le garrot. Le garrot, vous savez vous savez ce que c'est. Les principes de romaine, de balance, de cale, les principes de clenche, c'est-à-dire tous ces principes qui sont des principes que tout le monde connaît, que tout le monde a pratiqué, tout le monde se fait des nœuds au lacet des souliers, et de prendre ça comme des éléments esthétiques en soi et des éléments premiers, et travailler
à partir de ces données-là et faire des choses qui soient le maximum de précarité, qui ne donnent aucune sécurité, qui sont installées de la manière la plus immédiate et la plus simple qui soit et répercutent dans la mémoire quelque chose que tout le monde connaît. Mes objets, c'est ça. C'est-à-dire, ça n'est que ça. Alors, après, qui soigne, je ne suis pas sûr si je mets un morceau de bois en équilibre sur un tronc, ben, si le bois bascule et qu'on le prenne sur le pied, on se fera mal, il n'aura pas soigné. Mais c'est comme ça, ce sont des choses qui sont toujours en potentiel. Oui, mais ce que disait Pierre tout à l'heure, sur le renversement de l'autorité, et que l'on retrouve ici dans les objets d'ailleurs, je trouve, c'est un peu comme si naissait la dialectique, c'est-à-dire cette espèce de dialogue, qui n'est pas la dialectique au sens marxiste du terme, mais cette espèce de jeu et de respect entre le support, ce que Claude a dit, des bois flottés, des éléments qu'il ramasse et auxquels il accorde attention, et son travail de peintre, qui n'est pas un travail, ou de sculpteur, qui n'est pas un travail qui va lui permettre d'exercer à la fois, lui de son côté, un principe d'autorité, qui va l'instituer comme démiurge, c'est-à-dire créateur d'un monde, créateur d'une représentation qui peut se substituer au réel, parce qu'elle donne une image de ce qui pourrait être idéal et universel, et en quelque sorte, en prenant, il ne prend pas, il essaie de tenir compte de la réalité de ces objets et ne veut pas faire acte de virtuose. C'est-à-dire que lui, son savoir est constamment, non pas bridé, mais remis en cause par les éléments qu'il utilise. Alors effectivement, ce que disait Pierre à propos de ta pièce, c'est intéressant, parce qu'on voit bien ce qui peut les différencier, mais je vais mettre un bémol aussi à ce que je vais dire, mais là c'est Claude qui... Claude, il peut parler de ça beaucoup plus précisément. Ta pièce, il se met dans cette position, il reprend les positions des Africains, qu'il connaît peut-être assez mal d'ailleurs, mais il va essayer de faire un objet qui aura un pouvoir, comme lorsque si vous collectionnez l'art africain, vous pouvez les collectionner de manière très formaliste, mais il y a aussi des charges. Avoir par exemple un fétiche Bakongo chez soi, un fétiche à clous, ça pose quelques problèmes. Donc ta pièce veut s'arroger ce pouvoir-là. Claude, non, mais quand il parle que ça fait remonter des connaissances qui sont immémoriales, en quelque sorte. Lui, il sait bien, et moi je le sais avec lui parce qu'on s'est intéressés tous les deux d'une manière, comme des gamins d'abord, et toujours comme des gamins, aux Indiens des Plaines. Et donc les objets des Indiens des Plaines ne sont pas complètement gratuits. Et d'une certaine manière, Claude peut-être aussi nous dit, voilà, ces objets pourraient avoir, comme le disait Pierre, un pouvoir, mais ils ne l'ont peut-être pas, ce qui peut poser aussi un problème. Pourquoi aujourd'hui des objets ne peuvent-ils pas avoir ce pouvoir? Alors à ce moment-là, si on se met à poser cette question, on va refaire toute l'histoire de la civilisation occidentale, et puis après on décidera comme l'on voudra, selon ses pulsions, selon ses propensions, si on doit s'accommoder de cette société ou si on doit la changer. C'est un peu comme ça, mais je ne sais pas ce que tu en penses à propos des Indiens d'Amérique. Non, je pense qu'effectivement, les Indiens, déjà quand quand je parlais tout à l'heure de l'arc, c'est vraiment le premier châssis, et le plus étroit, le plus simple. À partir de l'arc, on retrouve le cercle, le cerceau, c'est une branche courbée avec une ficelle, et sur laquelle les Indiens vont tendre des pots et faire des boucliers que curieusement ils vont peindre
en mettant des éléments qui, eux, sont leur portrait, sont leur représentation, c'est-à-dire une charge totémique très forte. Et les scalpes. Et des scalpes, ils accrochent des scalpes, ils accrochent des queues de renard ou des queues de loutre, ils accrochent un tas de trucs après, et chaque chose a une symbolique ou une signification. Ou alors, il y a tous les principes de piège à rêve, qui sont aussi des cercles, des cerceaux dans lesquels on va mettre des fils, et qui vont être des éléments qui vont être chargés justement de filtrer les rêves de manière à ne pas éliminer les cauchemars. Non, on peut prendre dans le monde, on a une réserve dans les arts, dans l'histoire des connaissances et dans l'histoire des connaissances, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir interroger le monde d'aujourd'hui. En même temps, on ne les regarde plus. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire, qu'on a l'habitude de voir et qu'on n'a plus l'habitude de questionner. Il me semble que c'est important. Est-ce que là, vous avez envie de poser des questions? Parce qu'il se dit beaucoup de choses. Vous entendez aussi tout l'intérêt des différents points de vue de celui qui crée, de celui qui est connaisseur de l'histoire de l'art, de celui qui s'interroge sur l'évolution du discours dans l'art. Là, vous avez des savoirs subjectifs et objectifs croisés. En tous les cas, qu'est-ce que là vous aimeriez savoir? Qu'est-ce que vous avez envie de demander? Parce que c'est énorme là, ce qui est en train de se dire quand même. Et demandez ce que vous voulez, hein, c'est ce qui vous vient. Peut-être certains ne connaissent pas ta pièce, demandez qui est ta pièce. Voilà, c'est... Tout à l'heure, il y a des images qui sont passées, qui étaient des images de tauromachie. Oui. Donc, à côté de mon travail, c'est-à-dire à côté des objets, à côté des peintures sur tissu et tout, je travaille des petites peintures comme ça, qui sont un peu ce que je sais en peinture, qui sont peintes avec mon savoir. Et chacune va travailler sur un support qui en général est lui aussi dérisoire. Ce sont ou des couvercles de camembert, ou des couvercles de pots de peinture, ou des petites planchettes, ou des cartons, des morceaux de bois usés, tout ce que je peux récupérer. Et je vais là essayer d'interroger chaque fois, en travaillant de manière différente, quelque chose que j'aime par-dessus tout, et qui est la tauromachie, qui est quelque chose qui, en tant que méridional, me fonde quelque part dans ma culture. Voilà, donc il y en a un là, vous en avez vu un autre sur un carton. Voilà, donc les choses qui représentent la représentation, je ne la laisse pas tout à fait de côté, mais je la prends par la passion. Moi, j'aurais rajouté quelque chose là-dessus. Dans ce cas-là, on parlait de la question de la charge, hein, tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que... Voilà, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met des pouvoirs positifs, négatifs? Qu'est-ce qu'on met dans une œuvre? Et tout ton travail depuis 1966 a l'air de se concentrer effectivement sur ce système, effectivement, l'usage d'une forme quelconque de manière répétitive par imprégnation, mais on voit que tu fais à la fois des objets, qu'il y a les tauromachie, et puis qu'il y a la peinture, et qu'il y a le centre, et il y a ce que tu appelles le débord. Et je ne sais plus si c'est à moi que tu l'as dit ou à quelqu'un d'autre et que tu me l'avais redit, mais je me souviens toujours de cette phrase, puisque ta peinture centralement est une peinture qui a priori refuse la figure, mais en fait tu n'as jamais cessé de traiter la figure à travers la question des taureaux. Et comme une sorte de marge, mais une marge dont je constate d'ailleurs qu'au moment où on a fait ce livre ensemble, c'était une des premières fois où on l'a confronté avec le reste du travail,
et que depuis assez peu de temps, et que tu as des projets d'exposition où tu la montres même de manière assez unique, ce qui est tout à fait nouveau. Mais quand je t'avais demandé pourquoi les taureaux, tu as vu cette phrase magnifique à propos de la charge que l'on met dans son travail, tu avais dit « parce que je ne pense qu'à ça ». Et voilà. Et si je peux me permettre, je voudrais remettre ça en relation avec une remarque, mais c'est Bernard qui répondra à ta place, comme ça tu ne seras pas embarrassé, qui est une phrase que tu as, dans un entretien que tu avais eu avec Catherine Lolès il y a quelques bonnes années, à propos de ce processus d'imprégnation. Hein, c'est-à-dire, qui est une phrase absolument extraordinaire, c'est-à-dire tu utilises quelque chose, on dit que c'est très trivial, que ça a toujours été utilisé, c'est-à-dire que c'est ce que tu as vu pour choler les maisons, et chez toi au B, y compris quand on faisait marquer sur les murs des maisons au moment de la feria, etc., au moment de corrida. Donc ce processus voilà, d'imprégnation. Et un jour, tu as raconté à Catherine Lolès que dans ta jeunesse, quand on voyait passer une jolie fille dans le village, on disait « celle-là, je me l'imprégnerais bien ». Sans faire de la psychanalyse de bazar, mais allons-y, il y a quand même, moi je trouve extraordinaire, donc même si tu ne penses qu'au taureau, il y a quand même une relation entre les deux qui me paraît extraordinaire, qui est donc ce qui veut dire que ce geste, qui est à la fois un geste décoratif au sens plein du terme, un geste primitif au sens plein du terme, c'est aussi précisément un geste d'imprégnation qui est lui-même imprégné de toute cette histoire-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est encore, quand Catherine Lolès lui pose cette question, on est encore dans après les années 70 où il y avait une charge, une autre charge, mais théorique cette fois, qui faisait que abonder des discours savants et un peu pédants et surtout un peu encombrés de beaucoup de choses. Et quand on interrogeait, il fallait aussi que les œuvres soient froides et soient impersonnelles. Et quand on interrogeait Claude et d'autres peintres de la même génération, ils récusaient toute expression personnelle. Et Catherine Lolès, qui a un grand sens de la communication, j'ai travaillé avec elle, elle s'occupait de la communication pour moi au Centre Georges Pompidou, elle était ma chef de communication, si j'ose dire, et elle a posé cette question comme ça, dans l'entretien. Là où elle a vu qu'il y avait une faille chez Claude, elle lui a fait dire ça. Et c'est fabuleux parce que ça éclaire aussi ce métier de peintre, qui est aussi un métier dans lequel l'artiste est obligé, qu'il le veuille ou non, de s'exprimer, de faire quelque chose et de substituer la peinture à beaucoup d'autres choses. C'est un peu ça. Toi, tu ne peux pas le dire, mais on peut peut-être te le faire avouer d'une manière... Mais je vais vous poser une question. Est-ce qu'on considère que l'œuvre de Claude, pour moi c'est comme ça que je la vois, je pourrais peut-être vous en dire plus par rapport à l'inconscient et pourquoi cette œuvre, je peux dire, me guérit. Voilà. Mais est-ce que l'œuvre de Claude est considérée comme sensuelle ou pas? Voilà. Parce que avec le rapport à la couleur, avec le rapport à la forme, en tous les cas, il y a quelque chose, il y a des œuvres, je crois, maticiennes, il y a des œuvres qui reprennent une certaine volupté. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça? Ça, c'est pour faire le lien avec « je me l'imprégnerais bien », parce que la répétition du motif, à mon sens, est quelque chose d'essentiel dans l'œuvre de Claude. Et cette répétition qui vient, et je voudrais vous montrer, parce que là-dessus, j'aime beaucoup ce que vous dites sur la forme et la contre-forme, en quoi ça peut nous ramener à l'inconscient, en sachant que c'est une interprétation personnelle. C'est que on est tout le temps pris, quand on est tout petit, avant le langage, pour être rassuré, dans une nécessité de revoir une présence rassurante qui va et qui vient. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se dit là et qui n'est jamais la même chose, mais qui toute la vie est peut-être nécessaire. Donc, il y a dans les
forme et contre-forme et ce motif qui revient en permanence, mais c'est jamais la même chose. C'est pareil, une plainte ne sera jamais la même à chaque rendez-vous. Il va falloir entendre ce qui se dit encore, qui insiste. Ça n'est pas identique. Et la forme n'est jamais la même. Et la forme n'est jamais la même. Donc, voilà, moi, ce qui me vient... Alors, il y a quelque chose, moi je voudrais dire que Ça, ceci, dommage à la qui est fin. un peu, qui est beaucoup plus personnel. Ariel posait cette question. C'est vrai que je pense que c'est valable pour Pierre, pour Claude. Claude n'est pas tellement concerné. Nous sommes des récepteurs de l'œuvre. Nous avons un métier qui consiste à faire de l'histoire, de l'art. Mais avant tout, nous sommes peut-être aussi, on n'ose jamais le dire dans le domaine de l'art, les musiciens ou les gens qui aiment la musique peuvent le dire, je ne sais pas pourquoi, mais si vous entendez, je ne sais pas, si vous entendez Brendel jouer par exemple, c'est génial. Et puis vous entendez Sokolov. Sokolov, il n'a pas le savoir de Brendel, peut-être. Il n'a pas la même attitude que Brendel, et on peut faire ça. Et les musiciens, les gens, les mélomanes peuvent le dire. Nous, dans le domaine de la peinture, on sera obligé de, comme on le fait, comme je le fais, de raconter tout ce que le travail de pensée, de réflexion que l'on peut faire à partir des œuvres de Claude. Mais moi, quand je vois une œuvre de Claude, je suis d'abord séché, sidéré par cet envahissement de la couleur, cette sensualité, ces jeux de teintes que je ne saurais jamais faire. Et qu'est-ce que je vois là? Je vois toute l'histoire de la peinture, je vois toute l'histoire de la grande peinture. Alors, je vais dire quelque chose de la peinture formaliste, de cette grande peinture qui est le grand décor, où on peut même oublier les sujets, même quand les sujets sont atroces. Mais on a enfin une peinture, avec celle de Claude, comme on l'a déjà chez Roscoe ou Barnett Newman, où des gens ferment vraiment la fenêtre, qui a permis à tant d'artistes de montrer les souffrances que des hommes infligent à d'autres hommes, et qu'on se délecte à regarder les savoir-faire sans parler du sujet. Et là, subitement, on a cet épanouissement de la couleur. Après, quand on revient sur Terre, il faut se poser des questions pour faire notre métier de qu'est-ce que représente cet art. Mais cette sensualité-là, elle est importante. Et les formes que Claude lance sur la toile, c'est peut-être bien un peuplement d'un substitut au monde qui est le raboutage de toutes les toiles qu'il a peint depuis le début jusqu'à la dernière qu'il peindra. Je voudrais rajouter une chose sur la sensualité. Alors, moi, j'ai écrit une fois un texte sur Claude qui s'appelle Eros, c'est la peinture, donc sur l'érotisme dans l'œuvre de Claude Viala. Et je te l'ai envoyé, ta réaction, tu m'as dit j'aime beaucoup ce que tu dis sur les taureaux. Donc, oui. Il m'a fait le coup après la réception de ce texte. Ce qui m'a très bien convenu. Je trouvais ça une pudeur tout à fait convenable, mais moi, je pense que c'est d'abord, je pense que l'œuvre de Claude est de manière primordiale une œuvre sensuelle dans tous les sens du terme. D'abord parce que quand tu dis que tu réagis, quand tu dis que tu réagis au support, il y a une chose qu'on n'a pas dite, mais c'est pas juste une réaction visuelle. Non. C'est une réaction sensuelle. Ce sont que des questions d'épiderme. C'est des questions d'épiderme. C'est évidemment des questions de peau contre peau. Les bois, les bois, les ficelles. Oui, c'est pour ça que je parlais des bois, parce que c'est la question de la prise. Et donc ça, ton œuvre, c'est un rapport. C'est un rapport. Hein, voilà. Ensuite, il y a quelque chose dans le système, c'est-à-dire que depuis 46 ans, tu as choisi une forme de contrainte qui en même temps est une liberté ahurissante. Et à l'atelier l'autre jour, comme chaque fois, voilà, c'est une fête, une jouissance visuelle et absolument ahurissante. Mais néanmoins, cette jouissance visuelle, elle vient d'une contrainte, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui, là encore, touche à des questions de sensualité, c'est-à-dire, ou de sublimation, c'est-à-dire un flux d'énergie. Enfin, je permets de raconter ça. J'ai tout à fait autre chose. On m'a demandé une chose très bizarre un jour, qui est d'écrire une fiction sur un peintre. Et j'ai écrit un roman sur Claude Monet. Et quand j'ai écrit mon roman sur Claude Monet, j'ai beaucoup pensé à Claude.
Et parce qu'à un moment, je fais dire au personnage, en parlant de Monet, que j'ai été revoir les Nymphéas cet après-midi. Philippe Dagen, non bon. Et donc, je disais, la peinture lui coule des doigts. Et véritablement, pour moi, Claude, c'est quelqu'un, la peinture lui coule des doigts. C'est-à-dire que c'est incroyable comme tout ce qu'il fait, ça devient de la peinture. Mais il y a une canalisation. Hein, j'avais utilisé une métaphore dans ce texte sur l'érotisme. Je disais qu'un fleuve dont on canalise les bords coule d'autant plus fort, qui est aussi une métaphore érotique à sa façon. Et ça, je pense que ça touche également à la question du système et de la contrainte, de ce point de vue-là. Voilà. Oui. Je voudrais participer un peu. Ah, c'est bien. Vous, bon, je m'y connais pas beaucoup en peinture, et enfin, pour tout ce qui est technique, etc., j'aurais pas grand-chose à dire, mais je vais poser, Monsieur Viala, tout à l'heure, vous nous avez dit, vous avez expliqué comment vous êtes passé de votre pratique de la peinture telle qu'on vous l'avait enseignée à ce qui fait votre singularité maintenant. Mais il me semble justement, bon, on peut justement ne pas faire la comparaison avec la médecine pour ça, qu'il y a chez l'artiste le travail de la recherche de la singularité, enfin la recherche d'une singularité. Mais est-ce que ça, vous êtes capable de l'expliquer? Parce que c'est quand même quelque chose de très particulier et qui me semble fondamental justement. Alors la répétition, etc., la technique, mais cette recherche de la singularité qui est quand même spécifique, je pense pas qu'un bon médecin, il va chercher à, dans son rapport à l'autre, peut-être chercher une certaine singularité, mais dans son rapport à la maladie, dans son rapport à sa technique, il va plutôt au contraire chercher à utiliser ce qui marche et donc ce qui est déjà fait, ce qui a déjà été prouvé, etc. Quand on travaille avec tout ce qu'on sait, c'est évident. On a tout ce qu'on sait, on l'a avec soi et derrière soi. Mais on a devant soi un tissu qui est blanc, qui est noir, qui est coloré, qui est à fleurs, qui est... voilà, on a un espace qu'on ne connaît pas. Et cet espace, on va mettre de la couleur dessus pour le reconnaître. Et au fur et à mesure que la couleur se pose, elle va agir et réagir. Et on analyse très précisément tout ce qui se passe. C'est pas chercher l'extravagance, c'est simplement regarder ce qui se passe et vérifier de forme en forme, de geste en geste, que ce qu'on apprend en le faisant se vérifie chaque fois. C'est-à-dire, c'est plus chaque fois mettre son savoir en apprentissage ou en réapprentissage plutôt que chercher une extravagance ou une particularité quelconque. On prend un moyen, une technique, on la bloque, on est chaque fois au fond d'une impasse et on sait très bien ce qui marge l'impasse, on sait très bien où est le fond, on sait très bien que ce qui va se passer entre ceci et ceci, on sait très bien ce qu'on ne veut pas faire et en définitive, il s'agit toujours de repousser un peu plus loin le fond de l'impasse. Je ne crois pas que ce soit une recherche de l'originalité à tout prix. Moi, je voudrais quand même prolonger, parce que je trouve passionnante votre question. N'empêche qu'on constate, quand on est historien de l'art, qu'il y a quelques artistes qui déplacent. Toi, tu as renversé la table. 70, tu renverses la table. Et tu te dis, je suis complètement débarqué du bateau de la peinture, quand tu vois l'exposition chez Mact, et dans le fond, si je veux y remonter, je ne peux remonter sur le bateau de la peinture que si je me crée un lieu qui soit le mien. Donc il y a quand même... Donc, pour aller jusqu'au bout de cette question, qui est peut-être difficile à poser, c'est est-ce qu'il y a parce que ton travail, comme les travaux qui font histoire, c'est effectivement, monsieur a raison, c'est quand même la question de l'originalité. C'est une manière de faire qui n'a jamais été faite avant, ce qui ne veut pas dire que c'est sur une table rase,
mais sur ce que j'appelle moi un désapprentissage. C'est-à-dire, c'est parce qu'on t'a appris. Mais est-ce que à ce moment-là, en 66, ou dans les années qui précèdent et qui arrivent à 66, qui est l'adoption du système, est-ce que tu te dis, voilà, parce que c'est ça la question que dans le fond, j'aurais peut-être jamais osé te poser, est-ce que tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose de différent qui va me permettre d'exister en tant que peintre? Évidemment, tu ne peux pas parier sur le succès, c'est pas la question du succès, mais est-ce que tu te dis, voilà, je dois être original? Question fondamentale. Je pense que le problème est qu'on apprend un métier, on apprend des techniques, on apprend des moyens, on apprend des principes fondamentaux, et quand on regarde le résultat, on se rend compte que on est éparpillé dans tous les autres, que on ne sait plus où on est physiquement, moralement, on n'est plus soi, on est dans tous les autres, on est dans tous les autres, mais complètement éparpillé. Donc il y a un moment où il faut se rassembler, il faut se retrouver, il faut n'être que soi, et n'être que soi, c'est peut-être être cette personne originale, oui, qu'on est, mais n'être que soi, c'est-à-dire prendre les éléments les plus, prendre dans la mémoire, retourner au savoir le plus simple, c'est-à-dire celui du maçon, celui qui peint les cuisines, qui fait un travail qui est utilitaire et en même temps esthétique, et repartir de là. C'est-à-dire ne pas se fier à tout ce qu'on a appris, ne pas se fier à tout ce qu'on sait, mais partir dans un inconnu, partir dans l'inconnu, et voir ce que l'inconnu vous propose. Pour moi, l'originalité, c'est plus ça que dire « je veux être original ». Moi, je n'ai pas voulu être original. J'ai voulu être moi, c'est-à-dire être moi bien dans mon corps, bien dans ma tête, et ne faire que ça. Ne faire que ça. Je ne sais pas le dire autrement. Vous avez posé une question qui est fondamentale, mais elle vaut curieusement pour toutes les activités humaines. Elle est beaucoup plus visuelle dans tout ce qui revient, tout ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler les arts visuels, les objets. C'est-à-dire que si je crée une firme demain pour vendre des fauteuils, pour par exemple des salles de conseil, je vais essayer de trouver un designer qui va me fabriquer des chaises différentes pour que je sois vu. Hermès ne veut pas faire les foulards que fait Christian Dior. Il y a une nécessité de se singulariser dans ce type de domaine. Chez l'artiste, c'est à la fois conscient et inconscient. Ben l'a bien formulé par une toile qu'il avait exposée lors d'une exposition collective, on est dans les années 60, où il avait simplement écrit sur la toile « Regardez-moi, regardez pas les autres ». Alors vous allez me dire, c'est très caricatural. Effectivement, Claude donne une réponse heureusement plus complexe, et qui d'ailleurs est vraiment riche d'une énorme culture. Mais chez les médecins, comme chez beaucoup d'autres praticiens dans beaucoup d'autres activités, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un désir de singularité. Je ne sais pas s'il n'y a pas quand on connaît certains médecins, une manière de faire par exemple des diagnostics qui peut apparaître pour le patient lui-même comme quelque peu singulière et qui le caractérise, le spécifie par rapport à l'autre. Alors effectivement, après, si ça n'est que ça, ça n'est rien. C'est de la posture. Mais il faut faire autre chose. Quand Buren, Mosset, Parmentier et Toroni font ce qu'ils font, alors, ce que je vais dire, c'est très intéressant pour l'historien, mais quand on creuse un peu,
le discours, par exemple, théorique qui est le leur après la présentation, après leur présentation au Salon de Mai, c'est un peu un discours théorique, assez léger et un peu vulgaire d'une certaine manière. Il n'y a que Parmentier qui comprend à peu près ce qu'ils sont en train de faire et les conséquences que cela a. Et ils ont voulu faire quelque chose qui frappe. C'est-à-dire ils ont cherché le scandale visuel, à l'instar des surréalistes ou des dadaïstes plutôt, ou en répétant ce que les gens comme Boronali, l'invention de Dorgelès, et puis les incohérents de la fin du XIXe siècle. Mais la singularité, à un moment donné, quand elle est bien utilisée, c'est qu'elle permet de changer complètement les choses et de nous amener à réviser, comme Claude l'a dit, toute la culture avant nous, et de la redéfinir pour le présent, et pour parodier Franck Stella, pour l'avenir. Le savoir, c'est souvent une question de point de vue. On sait des choses, elles représentent, et elles existent parce qu'on les regarde d'une certaine manière. Si on change un tant soit peu l'angle de vue, tout d'un coup, toutes les conséquences sont possibles. Et on risque d'aller vers des choses qui sont complètement différentes. C'est souvent un tout petit déplacement qui va vous créer les plus grandes conséquences. Si je peux rajouter quelque chose, ce qui mettrait d'accord finalement le point de vue des obligations faites aux médecins et de ce que l'artiste veut être, c'est ce que tu dis sur être soi. C'est-à-dire que dans le fond, être soi, ça ne veut pas dire la table rase, ça veut dire qu'en fait, il y a un savoir d'époque qu'il faut maîtriser. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait ? Et il y a un historien de l'art que Bernard a cité tout à l'heure, qui était tout à fait génial, qui s'appelait Alois Riegel, qui avait forgé un concept formidable. En français, on dirait le vouloir artistique, Kunstwollen. Et oui, tout à fait contestable, mais il dit cette chose que je trouve formidable. Il dit qu'il y a des vouloirs artistiques. Enfin, il parle d'un vouloir artistique d'époque. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que quand vous prenez un tableau, vous ne savez absolument pas de qui il est, grosso modo, vous savez que c'est de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, tout de suite vous reconnaissez que c'est de la peinture. Parce que tous les peintres hollandais du XVIIe siècle, qui sont tous des individus, ils sont tous pris dans une sorte de vouloir artistique collectif, qui est celui de l'époque, et le savoir qu'il aura fallu acquérir, qui était la norme de l'époque. Ensuite, le talent, ce qu'on appelle le talent, le génie, l'originalité, c'est que chaque artiste est pris dans le même vouloir artistique, ce qui fait que ça nous permet à nous de dire « Ah, ça c'est de la peinture hollandaise du XVIIe siècle », même quand le peintre qui s'appelle Rembrandt ou Tartampion, on sait que c'est... Voilà. Ils ont tous pris dans le même vouloir. Simplement, le talent, c'est la façon dont un individu bricole avec la contrainte d'époque. Comment il se débrouille. Il a la boîte. Tout le monde a la même boîte à outils. Tout le monde a la même boîte à outils. Et qu'est-ce que je fais, moi, qui veux être moi, et uniquement moi, comment je fais avec la contrainte. C'est-à-dire que le talent, c'est pas l'originalité absolue ex nihilo, c'est pas j'invente, c'est pas je suis totalement libre, c'est pas l'époque ne me fait rien, c'est pas j'ai tout oublié de l'école, c'est j'ai tout ça derrière moi, et j'en ai fait quelque chose. Et il y a une histoire qui formalise très très bien ça. À votre époque, quand vous étiez étudiant aux Beaux-Arts de Paris, à l'époque, on était dans un système extrêmement normé où la boîte à outils n'était pas simplement une boîte à outils, mais était un modèle. C'était bien le problème, d'ailleurs, que vous aviez. Et donc, on vous faisait passer un concours qui a existé jusqu'en 1968 et qui avait été créé au moins 2 siècles avant, qui était le concours de ce qu'on appelle le prix de Rome. C'est-à-dire que quand vous candidatiez, vous passiez un concours avec un sujet choisi, on vous enfermait dans un bâtiment, le bâtiment des loges d'école des Beaux-Arts, et si vous réussissiez ce concours, prix de Rome, vous gagniez la possibilité, vous deveniez membre de l'Académie de France à Rome, ce qu'on appelle la Villa Médicis, qui existe toujours aujourd'hui, et séjour à Rome, enfin dans la tradition ancestrale de la formation de l'artiste à Rome. Bien. Et vous avez vécu cette histoire extraordinaire, qui était que vous avez candidaté pour le prix de Rome, on vous a tous enfermés en loge, vous avez commencé à travailler, donc, et là, il ne s'agit pas d'être soi, il ne s'agit surtout pas d'être soi, il s'agit d'être tout le monde, c'est-à-dire d'obéir à une norme, d'appliquer véritablement. Et puis on est venu, un de vos profs, je crois, est venu vous dire,
au fait, on vous prévient, c'était le début du concours, on vous annonce tout de suite, on sait qui va avoir le prix de Rome cette année. C'est-à-dire qu'en fait, c'était déjà joué d'avance, puisque en gros, il y avait l'élève préféré de tel prof qui n'avait pas réussi à lui faire attribuer le prix de Rome l'année d'avant. Donc bref, cette année, vous candidatiez, mais on savait que le vainqueur s'appellerait Tartampion. Et tu expliques, c'est merveilleux cette histoire, que ça vous a totalement libéré. Oui. Tu dis, à partir de ce moment-là, comme on n'avait plus la communication, comme on allait perdre, on était libre, et tu dis, on s'est mis à faire de la touille. Et dans le fond, c'est cette manière de retourner, voilà, qu'est-ce que je fais avec la boîte à outils? C'est-à-dire que c'est pas, au début, c'est pas une boîte à outils, c'est je dois adhérer à un modèle qui préexiste à moi, et tout à coup, c'est puisque je vais perdre, eh bien la seule chose qui me reste à faire, c'est de la touille, c'est-à-dire être moi et être uniquement moi. Ce qui ne veut pas dire qu'on se débarrasse de la boîte à outils, mais qu'on en fait un usage singulier. Alors, moi je ne suis pas médecin, je suis patient et légèrement hypocondriaque, donc je n'ai pas spécialement envie que mon médecin soit dans la pure originalité, effectivement, donc j'entends très très bien ce que vous dites, mais je pense néanmoins, puisqu'il y a des bons et des mauvais médecins et que ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont bien bachoté sur leur polycopier, je pense néanmoins qu'il y a aussi cette question, et notamment la question fondamentale du sens clinique, qui est aussi une manière d'être soi, précisément, sur une base de savoir qui est un savoir d'époque, collectif, et qui vous contraint tous, il me semble. Le chirurgien de Berne, dont je parlais tout à l'heure, comme celui de Saint-Étienne, étaient des gens qui étaient vraiment de très bons élèves, de très bons étudiants, qui avaient vraiment acquis un bagage incroyable, et qui avaient aussi une main bien formée. Et changer les modes de faire les a distingués d'une certaine manière, leur a donné une certaine originalité, mais ils n'avaient pas conquis cette originalité parce qu'ils souhaitaient l'avoir. C'était dans le cadre de leur activité et de leur mission qui était de soigner, et de soigner mieux, toujours mieux. Oui, posez votre question, oui. Oui, alors on fait beaucoup le... Je sais pas, peut-être vous avez déjà répondu à cette question, mais vous avez beaucoup fait le rapprochement entre le médecin et l'artiste. Est-ce que vous considérez votre métier comme... c'est plus... vous tendez plus vers l'art ou vers le travail? Un truc qu'il faut faire... comme un médecin, il va à son cabinet ou à l'hôpital régulièrement, ou pas juste quand il en a envie. Enfin, vous le faites comme vous en avez envie. Je vais à l'atelier le matin à 9h. Jusqu'à 10h, je suis au café avec des amis et on refait le monde. Il boit du café. Beaucoup, très important. Trop. À 10h, je commence à travailler jusqu'à midi. À 2h, je vais boire un café. Je me remets à travailler jusqu'à 4h, 4h30. Et à la fin de la journée, j'ai fait entre 2 et 6 toiles. Et tous les jours. Ah, quand même, j'ai entendu, oui. Eh oui. Et ça, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Oui. C'est la moyenne. Alors vous vous rendez compte Toile, objet, dessin, 6 pièces, disons, pas forcément, il peut y avoir des peintures grandes, des peintures petites, des dessins, des objets, des choses très différentes, mais j'en fais entre, le minimum c'est 2, et le maximum ça a été 70 un jour. Voilà. Alors vous voyez ce que ça semble, c'est beaucoup, c'est une production, on va carrément dire, de staranoviste de l'art, mais ça pose de sérieux problèmes dans le monde économique. Je suis devenu galeriste sur mes vieux jours, je suis un très jeune galeriste, donc évidemment je travaille avec Claude, mais on voit bien que cette production de dumping, quasiment de dumping, perturbe le système économique de l'art.
l'art veut la rareté, le système économique de l'art veut la rareté. Il y a tant de toiles peintes par Francis Bacon, il y a tant de toiles peintes par Roscoe sur le marché, tant de toiles peintes par Gerhard Richter, et vous connaissez ces noms, ou on va dire Jeff Koons, et vous avez entendu ou lu les prix délirants que font ces œuvres, dans les salles des ventes, même dans les galeries. À Bâle, par exemple, une toile de Gerhard Richter a été vendue par le marchand pour 28 millions de dollars. 28 millions de dollars. Or, les artistes français, pour des raisons plus complexes, n'atteignent pas ces prix, mais chez Claude, cette production a été, au début des années 70, délibérée pour casser le système de l'art, pour pouvoir produire des œuvres qui dérangeaient complètement le système économique. Mais pour répondre à la question de mademoiselle, vous avez raison. Enfin, la question de l'emploi du temps est une question capitale. Et bon, à la fois, pour toi, la vie, c'est peindre tout le temps, parce que si tu peins pas, voilà, c'est pas possible. Et il va l'attirer comme un ouvrier. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que la question du travail est une question fondamentale. C'est un terme sur lequel tu as toujours énormément insisté. C'est-à-dire qu'il faut être à l'atelier. La peinture, c'est un travail aussi, absolument. Pour rebondir sur la question de mademoiselle, pourquoi est-ce que l'artiste a cette image de quelqu'un qui fait seulement quand il est inspiré? Parce qu'il y a quelque C'est le chose... romantisme. Ouais. Alors, C'est un spécialiste du romantisme. Oui, mais ça c'est parce que moi je travaille dans un des domaines qui produit le plus de mythologie. C'est-à-dire que, voilà. le romantisme. Non, mais dans l'histoire de l'art. D'accord. L'histoire de l'art, c'est de la Ouais. mythologie. On mythifie en permanence, et après notre métier, c'est de défaire les mythes. Voilà. Et y compris chez les romantiques. C'est-à-dire que, et effectivement, on est tous, sans le savoir, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on est tous des héritiers du 19e siècle sans le savoir. C'est-à-dire que le 19e siècle, il nous a mis en tête des mots qui nous ont fait croire que c'était des vérités et qui castrent la moitié de l'humanité. Génie, précocité, inspiration, et pas travail, labeur, sueur, ennui, tuer le temps, mais voilà, bon, d'accord. Donc, et voilà, ça c'est devenu une sorte de dogme et c'est totalement mythologique. Et la vie d'un artiste, moi c'est pour ça que moi je m'intéresse énormément à des questions que l'histoire de l'art n'apprend pas du tout, et c'est en voyant vivre les artistes contemporains que j'ai appris. Voilà, la journée de Claude, moi ça m'a fait prendre conscience qu'une des questions fondamentales dans la vie d'un artiste, c'est la question de l'emploi du temps. Et dans le fond, au fait, pourquoi est-ce que Claude Viala peint tout le temps? Parce que, après tout, c'est aussi une réponse à la question métaphysique et matérialiste. Que faire? Comme disait Lénine. Que faire? Que faire de ma vie? Que faire du temps qui passe? Que faire du temps qui s'en va? Que faire de la joie et de l'angoisse de la mort? Que faire tous les jours? Que faire puisqu'on a le temps? Que faire puisqu'on n'a pas le temps? Égrener la forme, égrener l'étoile. De la peinture, c'est la réponse, et le système, c'est ce qui permet tout le temps de recommencer le que faire. Enfin, c'est ma vision des choses. Mais donc, l'emploi du temps, oui, absolument, fondamental. Et parce que il y a une joie phénoménale, etc. Mais moi, je connais aussi beaucoup d'artistes, et sans retomber dans la mythologie, moi, je trouve que sur les artistes, il faudrait avoir une vision un peu anthropologique. C'est-à-dire, quand je vois Claude Viala, ça fait 46 ans qu'il fait ça, je me dis, c'est quoi la vie d'un homme qui fait ça depuis 46 ans? Parce que pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui fait un monde, véritablement. C'est quoi ce comportement? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il va au café? Pourquoi il revient à l'atelier? Pourquoi il voit des gens? Pourquoi il fait la tauromachie? Et il y a aussi, évidemment, la question, enfin, pour moi, la question métaphysique, c'est la question de l'angoisse face au temps. Qu'est-ce qu'on fait du temps? Est-ce qu'on a un usage morbide du temps, négatif du temps, ou est-ce qu'on a un usage positif du temps? Et vraiment, ce que Claude appelle l'impasse féconde, il a utilisé ce terme d'impasse tout à l'heure, j'ai un système, il me contraint, il m'oblige, c'est la solution pour continuer sans cesse à faire de la peinture et à recommencer à faire sans cesse de la peinture, et donc c'est la réponse la plus féconde à cette angoisse qui de toute façon ne s'arrêtera qu'avec la vie, qui est celle du que faire. C'est une angoisse du temps. Devant toi, je dis ça, mais c'est ce que je pense. Je voudrais ajouter quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Claude Viala empêche
la mythologisation, si j'ose dire, de sa vie et de son œuvre. Son œuvre coïncide avec sa vie. On ne peut pas écrire une vie romanesque de Claude Viala. Ou alors je serais surpris, il y aurait des découvertes absolument étranges. Le galeriste que je suis aujourd'hui, nous en avions une discussion à la galerie récemment, c'est comment, en termes de marketing, parce qu'il faut, par exemple, face à certains artistes américains, qu'est-ce que l'on peut faire avec Claude Viala pour lui donner un peu de mythologie? Je sors du domaine de l'histoire de l'art. Je vois que Pierre... Non, mais c'est normal. Mais pour passer dans le domaine... Moi, je travaille contre toi, Bernard. Mais je travaille contre le marché. C'est vraiment intéressant. Alors, l'angoisse métaphysique, Claude peut y répondre s'il veut y répondre, mais c'est vrai que chez tous les peintres, par exemple, je pense à un autre peintre que Claude aime beaucoup, et dont l'œuvre manifeste, et le comportement aussi dans la vie manifeste une angoisse du temps qui est très angoissante pour qui l'entend, c'est Pierre Soulages. Évidemment. Pierre Soulages. Moi, j'ai l'impression d'ailleurs que si je reste devant une toile d'un grand artiste que j'aime, si je m'assois sur une chaise, et si je ne me lève pas de la chaise, si je ne bouge pas, tant que je regarderai l'œuvre, je ne mourrai pas. C'est incroyable. Oui, la peinture, c'est ce qui nous permet de traverser la vie. Hein. Mais là, Claude, il y a quelques années, n'aurait pas dit que ça l'angoissait. Mais... Non, moi il n'angoisse pas. J'angoisse de la vie, mais pas de la peinture. Mais au fait, pourquoi est-ce que les médecins vont au boulot tous les jours, mademoiselle? Alors, le micro. Je suis pas sûr que ce soit que économique d'aller travailler tous les jours. Juste avant, je me permets de dire ça parce que ça reprend cette question du temps. Avec l'allongement de la durée de vie, avec le développement des maladies chroniques, avec le fait que vous, futurs médecins, vous aurez de moins en moins de temps, mais que lui, le patient, quand il est malade, il en a beaucoup pour penser, c'est extrêmement important que vous soyez au fait de la connaissance de ça. Parce que vous serez vous, avec votre patient qui va insister, vous poser des questions. Et on reviendra peut-être sur cette question de rapport, de peau à peau, de rapport en permanence entre l'artiste et son œuvre, l'œuvre et celui qui le regarde, celui qui le regarde et ce qu'il imagine, celui qui le regarde et sa propre vie. On est toujours dans une relation avec l'art. Donc ça, c'est très important. Pas de temps face à des gens qui ont du temps pour se questionner. On ne peut pas laisser ça sans réponse. Alors ça donne aussi, par rapport à ce que vous disiez, de pourquoi médecine et humanité, art et médecine, la question du patient et de l'art-thérapie et comment lui, le patient, peut s'exprimer à travers l'art aussi. Voilà, c'est un immense continuum. Vous créez votre relation avec ce que vous êtes. Vous ne serez que vous avec votre patient. Il y a une part de solitude aussi là-dedans. Hein. Et puis, comment lui, le patient, il peut faire avec ses questions et vous êtes son interlocuteur. On peut avoir la question de Voilà. mademoiselle. Alors, les autres questions. Ah ben si. Mais au contraire, si. Micro. Pour revenir à l'emploi du temps. Vous l'avez présenté comme quelque chose de très rigide, de très carré, quelque chose de contraignant et Rituel. Rituel, oui. Comment ? De rituel. Un rituel alors qui permet cette production si prolifique Aujourd'hui, vous n'étiez pas...
aujourd'hui, vous n'avez vous n'avez rien fait. Donc, non, aujourd'hui, il y a quand même des petits aléas. Mais je compte me rattraper lundi. Et l'étoile qui me manque d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain et de dimanche, je compte bien la semaine prochaine me rattraper. Je vais automatiquement, la semaine prochaine, je vais certainement forcer, faire des toiles en plus de ce que je fais habituellement. Mais c'est un besoin, c'est pas une... Si vous voulez, à la limite, c'est un calcul. Mais un calcul à contrario. Bernard vous l'a dit. Qu'est-ce qui valorise une toile? Qu'est-ce qui valorise une peinture? Qu'est-ce qui lui donne de la valeur vénale? C'est sa singularité, c'est le petit nombre qui existe de toiles du même artiste. Donc si vous affirmez que vous avez une production énorme, vous dévalorisez. La qualité du métier, le côté exceptionnel du métier, dans mon travail, il n'y est pas. C'est vraiment le travail le plus élémentaire, le plus simple qui soit. C'est la signature. N'importe qui pourrait faire ça. La signature, elle n'y est pas. Donc, tout ce que je fais est à l'envers de ceux qui valorisent normalement l'œuvre d'art. Et c'est une chose que je dis et qui effectivement désespère mes marchands. Désespère mes marchands. Oui, mais récemment, quelqu'un a commandé des illustrations pour un texte à Claude Viala, un éditeur italien, et lui a demandé d'illustrer Homère, mais surtout ce qui concerne Ulysse. Or, depuis des années, nous sommes quelques-uns à dire que Claude, c'est Ulysse. C'est un rusé. Mais la ruse, la métisse, c'est vraiment contourné par les biais, tout en ayant ce jeu dialectique dont il a été question tout à l'heure. Et Pierre ont parlé à propos de ce dialogue entre les matériaux et le travail. Et il essaie de contourner tous les obstacles, de biaiser, d'avoir une vision de biais. Et ça me fait penser aussi non seulement à la ruse d'Ulysse, mais à la ruse dans les techniques de la guerre. Par exemple, un exemple contemporain remarquable, c'est Giap. Giap avec les Français, puis Giap avec les Américains. Et fait exactement ce à quoi ne s'attendent ni les Français, ni les Américains. À Dien Bien Phu, par exemple, le colonel Pirotte, qui commandait l'artillerie à Dien Bien Phu, croyait incapables les Viettes de grimper des obusiers ou des canons sur les collines et les montagnes autour de Dien Bien Phu. Il s'est suicidé quand le premier obusier viette a tiré des obus sur le camp retranché. Et Claude a cette technique de la ruse. Et par exemple, sur ce qu'on vient de dire, il y a la collection d'Henriette, qui est... C'est la femme de Claude, si vous ne savez pas. Voilà, la femme de Claude. Et dans la collection d'Henriette, entre des œuvres que Claude destine à Henriette, lui donne comme ça, gentiment. Mais ce sont toujours très, très, très belles œuvres. C'est-à-dire qu'au sein d'une grande production où tout se vaut, comme le disait Claude tout à l'heure, il y a quand même, alors il n'aime pas, quand on dit ça, des œuvres qui sont époustouflantes. Et c'est des œuvres, à un moment donné, il y a des pièces qui modifient. Et ce sont ces pièces qui modifient la trajectoire que je donne à ma femme. Voilà. La plupart du temps. La trajectoire que tu donnes à ta femme ou aux œuvres? Non, aux œuvres. Non, je donne à ma femme les œuvres qui modifient la trajectoire, qui tout d'un coup me posent un problème, parce que quand on travaille comme ça,
Alors, il y a des œuvres qui vont de soi, et il y en a d'autres, tout d'un coup, qui sont des canards boiteux. On ne sait pas d'où elles arrivent, elles sont là, et en fait, vous ne comprenez pas trop pourquoi elles sont là. Et si on les met de côté et qu'on laisse passer le temps, on se rend compte qu'elles préfigurent le travail qui va venir. Elles viennent un peu en avant-garde, comme ça, et après, le travail les rattrape. Mais quand on les voit, elles vous laissent, on ne sait pas. Bon, comme je ne jette rien, comme je ne veux, par principe, il n'y a rien de mauvais, je les garde et j'attends que je pense qu'il y a 90% d'inconscience dans le travail et 10% de conscience. Et qu'à un moment donné, la conscience rattrape le travail qui a été fait. Et c'est ces œuvres-là, la plupart du temps, que je donne en rien. C'est-à-dire celles qui, tout d'un coup, dans la trajectoire, sont porteuses d'autres potentialités. Mais c'est pas parce que esthétiquement, c'est pas un jugement esthétique, c'est un jugement de travail. C'est un jugement de travail. Voilà. Et nous avons un jugement différent, mais ce qui est fascinant, c'est quand même... je suis toujours frappé quand il est question de Claude, quand on lit tes textes, on ne peut pas lire les textes de Claude, mais si il y a le livre de Pierre qui est toujours que l'on peut trouver en librairie, il y a des textes de Claude qui y figurent, et c'est vraiment très, très important pour comprendre cette pensée. Et je ne sais pas si ces textes accompagnent son travail, ne le redouble pas, ne le commente pas comme un historien de l'art pourrait le faire, ou tenterait de le faire. Ce sont des textes qui sont tout aussi fondateurs que son œuvre, d'une création et d'une pensée. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes aujourd'hui, moi je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, il ne appartient pas à Claude de le dire, mais qui permettent d'évoquer, quand on entend tout ce qui a été dit, y compris dans les questions que vous posez, je suis surpris de tout ce qui pourrait être repris dans une vision anthropologique, comme Pierre Watt le disait tout à l'heure. Et il y a vraiment toute l'histoire de la société humaine qui est présente dans cette œuvre, ce qu'on ne retrouve pas d'ailleurs, je crois, chez aucun autre artiste contemporain. Je ne crois pas qu'on trouve ça à ce point, tout le condensé de la philosophie, et de tous les savoirs et de toutes les pratiques. J'ai une question. Si j'ai bien compris tout à l'heure, Monsieur Viala, vous nous avez dit que pendant vos études, vous n'étiez pas vraiment satisfait de l'enseignement qu'on vous donnait, que c'était trop formel. Et apparemment, vous enseignez aussi aujourd'hui. Oui. Et je voulais savoir un peu, donc déjà, si c'était vraiment une envie pour vous l'enseignement, ou si c'était plutôt quelque chose d'élémentaire, et comment, qu'est-ce que vous enseignez dans vos cours? Écoutez, je vais vous répondre en 2 mots. Ce qu'on m'a appris, c'est apprenez à peindre. Quand vous saurez peindre, vous peindrez. Et moi, j'ai dit à mes élèves, peignez et apprenez à peindre. Je pense que j'ai eu des étudiants de toutes sortes. J'allais souvent, il y avait des images qui étaient très gratifiantes, et il y avait des étudiants qui étaient très doués, et d'autres qui avaient des difficultés. Et souvent, j'allais chercher dans la poubelle tout ce qu'ils avaient jeté, de manière à pouvoir analyser ce qu'ils n'acceptaient pas par rapport à ce qu'ils
s'imaginer devoir faire et faire le parallèle entre ce qu'ils refusaient et ce qu'ils acceptaient. Et je crois que c'est une chose qui est fondamentale. Pour moi, il ne faut rien jeter. Tout est positif. Il n'y a rien de négatif. Le positif, c'est un négatif qui est retourné. C'est-à-dire, quelque chose qui est négatif, on peut le retourner en positif. Et il faut toujours tout retourner en positif. Je crois par ailleurs que l'enseignement a été, et pour toi et pour toute ta génération, alors évidemment c'est une activité aussi alimentaire, c'est-à-dire que à propos de mythologie, à part Pierre Soulages, je ne connais à peu près aucun artiste en France qui n'ait pas eu à travailler. Rappelez ce genre de... Mais, indépendamment de cette question, qui n'a pas été une question neutre dans votre vie, bien au contraire. Le fait d'enseigner a, je crois, très profondément, pour ta génération, qui est une génération aussi à la fois extrêmement pratique et en même temps extrêmement théorique, je crois que ça a joué un rôle énorme. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire pour enseigner, c'est-à-dire la capacité à mettre en mots sa propre pratique, tirer des principes à partir de l'expérience, c'est-à-dire aller de la pratique vers la théorie et non pas le contraire, a eu, sur la manière dont vous avez conçu votre propre théorie de votre pratique, un rôle capital. C'est-à-dire que tout support surface, vous avez fait tous enseigner. Et je pense que le fait que vous ayez enseigné, c'est fondamental dans la manière dont vous avez pratiqué, dans vos stratégies d'avant-garde, le fait que vous ayez tous été des enseignants, que vous ayez tous appris. Parce que dans ce groupe-là, support surface, il y a un artiste qui a joué un rôle important, qui s'appelle Marc Devade, et puisqu'on a toujours dit que vous aviez déconstruit le tableau de Chevalet, et moi, ce travail m'a toujours posé un problème. Je trouve que c'est une peinture très fragile, pas très bonne, pour le dire clairement. La peinture de Devade. Et un jour, j'ai demandé à Claudia, je dis, mais pourquoi est-ce que Devade, c'est pas bon? Et tu m'as dit, parce qu'il n'a pas fait d'école d'art. Et ça a été une vraie leçon, c'est-à-dire que c'est toujours cette question de apprendre, désapprendre. Si on ne passe pas par l'apprentissage, on peut voilà. C'est un des apprentissages extrêmement savants. Alors bien sûr, l'école des beaux-arts, puisqu'on citait Lénine, qui disait, vous a vendu la corde avec laquelle vous l'avez pendue, c'est-à-dire qu'effectivement, elle vous a appris à faire des tableaux, et vous avez tordu le cou au tableau grâce à cet apprentissage. D'où ce que tu dis, c'est-à-dire que ton conseil à tes étudiants, c'est exactement le retournement du premier conseil. Simplement, c'est parce que tu as eu le premier conseil que tu as pu leur donner le second. Voilà, en chirurgie, à part sur les champs de bataille, il est rare qu'on vous dise opérez, vous apprendrez à opérer. Mais ça a fait beaucoup progresser la chirurgie, comme vous savez. J'ai une question pour revenir sur la valeur de vos œuvres d'art. Je me demandais si vous aimez vos œuvres, enfin si vous y trouvez une valeur esthétique que vous appréciez. Si... Voilà. La toile que je préfère, c'est celle que je vais faire demain. Ouais. Ça, c'est un a priori. J'aime mon travail, oui. Mes toiles, je les connais, je les reconnais, je les sais toutes. Je ne peux pas immédiatement les matérialiser, mais quand j'en vois une, je sais ce qu'elle est, quand elle a été faite, et comment elle se relie à toutes les autres. Oui, j'aime mon travail. Je ne pourrais pas continuer à... C'est pas ça la question. Si, mais c'est juste que, il y a une différence dans mon esprit entre le travail et la production que vous engendrez. Est-ce que tu aimes ta peinture ou est-ce que tu aimes peindre? Oui, voilà. Ah, j'aime les deux. J'aime ma peinture et j'aime peindre. Mais j'aime ma peinture, je l'aime sensuellement. C'est-à-dire, j'ai une relation. Quand une toile, c'est effectivement la peau de la toile qui me convient. La toile que je fais, c'est la peau de la toile qui me convient. Voilà. Et je l'arrête à partir du moment où... C'est juste.
Oui, elle est juste. Sensuellement. Elle ne va pas, elle ne peut pas aller au-delà. Tout ce qui serait au-delà serait superflu. Il n'y a que le nécessaire. Mais il y a le nécessaire est indispensable. C'est- C'est bien ce qu'on disait, c'est un rapport. Oui, C'est un rapport. Non, oui, oui, c'est très bien, je n'avais jamais entendu ça, c'est très bien. Ouais. Merci. On apprend toujours, c'est formidable. Poser des questions, nous on apprend. Non, mais bien Oui, sûr. on apprend. Bien, c'est Bien sûr, mais ce que formidable. disait Bernard, enfin moi je partage Mais ta oui. jubilation infinie de ce travail. C'est ça qui est merveilleux, formidable. Est-ce que vous connaissiez Claude Viala? Pour la plupart d'entre eux, qui connaissait Claude Viala? C'est intéressant parmi les jeunes. Donc vous c'est découvrez pas cette choquant. peinture aujourd'hui. Il y a une Il très faut belle toile au centre Georges Pompidou. Il faut qu'on vous dise où vous pouvez. Et, il y a- Très très belle. et même si ce souvenir est un peu cuisant pour les conditions de son installation, il y a quand même un hôpital à Paris où on peut voir une Oui, œuvre mais de toi. on Elle a a- été vue sur une dans l'entrée de. Il faut se dépêcher parce que ça va peut-être changer d'usage, mais dans l'entrée de l'hôtel Dieu, il y a un Viala tendu sur le plafond. Voilà. Juste en entrant, l'accueil. Ça, c'est un Viala. Vous levez la tête, même si vous passez pas sur un brancard, vous la verrez. Qu'est-ce qu'il fait là, cette toile? Bonne question. Pardon. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette Qu'est-ce toile? que- On m'a demandé de faire un plafond et j'ai fait un plafond. Alors, ce qui est différent quand on fait un plafond par rapport à une toile qu'on va mettre au mur, c'est qu'on est obligé de faire le travail à l'envers, c'est-à-dire d'inverser l'image, de la faire à l'envers. Et dans des lieux publics, il y a plusieurs lieux publics où vous en voyez. Il y en a une très grande à la Bibliothèque nationale de France, dans une des salles de La BNF. lecture, à la BNF. Il y en a plusieurs au centre Pompidou. Il y a une excellente galerie rue du Renard ou rue de Beaubourg. Alors, rue Beaubourg qui présente. Mais on peut en voir aussi Non, la mais- galerie de la rue Renard. Voilà, rue du Renard, il y a La rue Renard. une galerie Bernard Cesson, vous en voyez régulièrement. Et chez Templon, Et un Et petit chez peu plus Templon, loin, chez Daniel Un peu plus Templon, loin, rue Beaubourg. rue Beaubourg. Ça, ce sont des vitraux à à Nevers. Nevers. Cathédrale de Nevers, où il y a plusieurs artistes qui sont intervenus, et dont Claude. Donc Claude, Bryce Marden. Oui, C'est pas Bryce Marden? non, Honegger, enfin, je sais plus, il y en a un paquet. Comment? Honegger. 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 Mais Bryce Marden ne devait pas intervenir. Non, mais projet avorté. Et si vous vous promenez dans Paris, parfois, moi j'ai fait plusieurs fois avec ça, j'ai raconté à Claude, c'est extraordinaire, vous passez son temps le soir devant des immeubles éclairés avec des grandes baies. Je peux vous donner 3 ou 4 adresses d'immeubles où vous pouvez voir un Viala par la fenêtre. C'est le seul peintre où j'ai cette expérience-là, de savoir qu'il y a des gens que je ne connais pas, mais je sais qu'ils ont une œuvre de Claude. Mais il y a très Parce que cette longtemps, dimension territoriale de l'œuvre, comme ça, qui se répand, fait que tout à coup, vous dites, ah, tiens, là, il y en a un. Là, vous avez une des plus grandes toiles que j'ai faites. Elle fait 80 mètres par 2 mètres 50. Et elle a été exposée pendant 1 an et demi sur les berges de la Garonne à Toulouse. Au moment de l'inauguration du musée de Toulouse qui s'appelle les Abattoirs. Et elle est restée 1 an et demi. Et il y a eu une crue de la Garonne qui est advenue et qui s'est arrêtée à ça de la toile. Dommage. Et là, il y a une photo qui a été faite où on voit le mur, l'eau et la toile, et on a l'impression que la toile est posée sur l'eau. Je n'ai pas la photo. Ce qu'il faut préciser, c'est que si la crue était montée d'1 mètre, tout le monde sauf toi aurait été catastrophé, et toi tu aurais été extrêmement impatient de voir ce que l'eau aurait fait à ta toile. Comment l'eau a modifié. Mais d'ailleurs, il y en a une toile là, dans celle que vous avez, qui est une toile qui a été modifiée par l'eau. C'est une toile. Puisque tu intègres le processus de modification, par exemple la lumière, le fait que ça passe, etc., pour toi ça fait partie de l'œuvre. C'est une chose qui est totalement... Allez-y, allez-y. Il y a eu des toiles qui ont été laissées dans la rue, Oui. à la pluie, au vent.
d'étoiles qui ont été enterrées. Voilà, Celle-là, c'est oui. Ouais. C'est celle-là. Vous voyez, la couleur, c'est une toile qui a été solarisée. D'une part, le soleil l'a modifiée. Elle a été fanée par le soleil. C'est un organisme vivant, en évolution. Bon, il y a beaucoup de jeunes filles là, j'espère qu'elles vont nous faire un beau sourire. Ça nous fera plaisir. Alors peut-être on peut conclure sur ce texte qui parle, le texte que j'ai retenu pour faire un parallèle avec la fonction de médecin, de soignant. Pierre, c'est dans votre livre, je crois. On y arrive. Enfin, notamment, oui, mais parce que dans le livre se termine par une anthologie où il y a pratiquement tous les textes de Claude. Oui. Juste dites-nous qui est là. Claude ou Bernard. Donc. Alors, C'est donc, amusant. je connais pas ma gauche et ma droite, moi. À gauche, Jean Fournier, qui fut le galeriste historique, notamment de Claude. Ensuite, Claude Yala. Ensuite, Alfred Pacman, qui est l'actuel directeur du Musée national d'art moderne Centre Pompidou. C'est le plus grand. Et voilà, avec le pull blanc crème. Et C'est dans le forum du Centre Georges Pompidou. ensuite, Bernard Cesson, ici présent. C'est à l'époque, le Centre Pompidou. À l'époque, quand vous entriez à Pompidou, il y avait une sorte de fosse gigantesque. Il y a une photo. Il y a une photo, on voit Henriette et toi dans la fosse, et puis il y a une grande photo de la fosse. Voilà, ça c'est dans la fosse de Beaubourg. Henriette Viala. Donc dans l'exposition, tu avais investi toute la fosse. Maintenant, le dispositif n'est plus le même, hein, mais c'est donc quand vous rentrez au. Il y en a une autre. Et voilà, c'était pour la grande exposition de Claude c'est vers 80 ton expo. Je crois qu'avec ces deux-là. Non, il y avait une grande photo dans la fosse. Ah oui. Voilà. Voilà, Voilà. absolument. C'était en quelle Ça, c'est année la ça C'est 80, non 80. 81. D'accord, 81. Ouais. C'est vrai qu'on a changé légèrement depuis. Oui, mais tu vois, tu disais tout à l'heure, pour la photo de la fosse, là, tu disais tout à l'heure, en Contre gros, les médecins. tu disais oui, je m'angoisse pour la vie, mais pas pour la peinture. Et effectivement, on voit bien avec une photo comme celle-là, c'est comment on peut transformer toute la vie en peinture aussi. Oui, alors il y a énormément de textes, c'est très difficile de faire un choix. Mais disons que par rapport à ce que je vous ai raconté la semaine dernière, ça serait peut-être bien, Bernard, Pierre, Claude, je ne sais pas, que voilà, vous concluiez sur voilà, l'art dans la culture, dans l'historicité, avec des mots comme en fragilité, le sujet. Voilà, et les jeunes pourront après réfléchir à ce que ça leur évoque dans leur future pratique. Je vous laisse commencer, Bernard. Pas facile à commenter. C'est pas facile, ça dit tout. Donc, bon, penser la peinture à notre époque, l'envisager, la mettre en œuvre ne peut se faire qu'en fonction de son historicité globale et universelle, non en s'appuyant sur tel ou tel travail pour en faire un savant cocktail. Donc cette idée de non-volonté, hein, il n'y a rien à vouloir et à recevoir, mais par les moyens qui ont mis en œuvre son historicité et que celle-ci a mis peu à peu en évidence, donc en fragilité. Quand même une notion de modestie absolument extraordinaire. La pensée dans les moyens qui l'ont produite, qui l'ont motivée, qui en ont fait une chose en perpétuelle transformation et surenchère, à partir de connaissances élémentaires ou des postulats simples qui ont jalonné ces développements. Le travail, le temps. Penser la peinture à notre époque impose de penser la peinture dans l'époque et l'époque dans la peinture qu'elle produit et motive. Donc on est vraiment dans quelque chose du rapport qui commence à se dire. C'est la même chose avec la médecine. Hein. La médecine d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec la médecine d'aujourd'hui dans une médecine où il y a énormément de médias, où le système n'est absolument plus vertical mais horizontal, avec beaucoup d'acteurs. Bon. Penser le peintre sujet produisant,
dans l'époque et la peinture production consommée par cette époque, la médecine, et la transformation qu'opère l'un sur l'autre, le peintre dans sa peinture, la peinture sur le peintre et dans l'époque, peinture en jeu, rôle de la production dans la circulation du travail produit. Et c'est vrai qu'on a commencé le cours la semaine dernière en s'appuyant sur une phrase de Delacroix en disant « l'art est un pont jeté entre les âmes, quelque chose circule en permanence ». Et voilà, j'ai envie de dire que l'art est une manière merveilleuse. C'est un grand texte philosophique. C'est merveilleux, je trouve. C'est un grand texte philosophique. Il y a un condensé oui. de la pensée matérialiste présocratique. Et il y a même dans la préoccupation de vocabulaire dont témoigne ce texte, je pense à penser le peintre, entre guillemets, sujet produisant, et moi quand je lis ça, mais c'est un peu une digression, un peu comme ça, un peu café du commerce, mais tant pis. Moi je pense que sujet produisant, c'est aussi, ça fait référence, c'est l'étang produisant pour atteindre à l'être. Il y a quelque chose d'un peu heideggerien, mais ça serait quand même injuste pour Claude de dire qu'il tend vers ce type de cette pensée-là. Il y a un philosophe auquel je pense, on pense à des philosophes présocratiques, mais je pense surtout à un philosophe du XVIe siècle, qui est un homme qui a questionné les savoirs, questionné ses certitudes, en un temps troublé, et nous vivons aussi un temps troublé. C'est Montaigne. Et Montaigne après s'être essayé à être stoïcien, en conclut, ce qui est le plus magnifique chez Montaigne, c'est les essais. Peut-être on vous a barbé au lycée avec ça, et c'était barbant au lycée, mais quand on reprend avec l'âge le Montaigne du livre 3 et les chapitres 12-13 qui sont fondamentaux, tout est condensé. Tout est condensé. Et là, il y a... Moi, je suis toujours frappé par la qualité poétique de certains textes de Claude. Celui-ci n'est pas le plus poétique, mais c'est un texte philosophique, profondément philosophique. Faire de la philosophie, c'est ça. Et ça rejoint même de temps en temps, quand je lis ces textes, un philosophe que je vous conseille de lire, même s'il est extrêmement agaçant. Ça peut intéresser les médecins, d'ailleurs, c'est même fondamental pour les médecins, dans ce qu'il dit sur l'être humain. Alors ça, Claude ne partage pas son point de vue, moi non plus d'ailleurs, c'est Peter Sloterdijk, qui est directeur d'une école des Beaux-Arts, ce qui est assez étonnant. Il est directeur de l'école des Beaux-Arts de Karlsruhe, et il y a ce questionnement incessant où tout est remis en cause, toujours tout est remis en cause. Ça, c'est roboratif, je trouve que on se sent un être humain quand on lit ces textes, alors que nous ne sommes plus l'espèce animale. Je vais juste rajouter quelque chose, comme ça c'est toi qui auras le dernier mot. Il y a un des textes de Claude où il dit une des choses qui est peut-être parmi les plus difficiles normalement à comprendre, où c'est un texte très condensé, un peu de ce qu'aurait dû être support surface, ce texte 74, et il dit dans le fond, je crois que c'est dans celui-là, l'art est un outil de connaissance. C'est pas une phrase très simple, mais je voudrais juste finir là-dessus parce que je pense que c'était parfaitement clair ce que ça signifie aujourd'hui. C'est-à-dire que, en parlant de ton travail, voilà, outil de connaissance, on en a vu justement la réflexivité, et que dans le fond, ce dont on a parlé, c'est de ce que ça veut dire d'être un être humain, hein, franchement. Ça me paraissait tout à fait limpide. Exactement. Voilà. Oui, très bien. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci.